Et voilà, nous sommes en live. Donc on est de retour de nouveau, cette fois-ci avec une vraie vidéo sur un nouvel atelier JDR. Donc on est en comité réduit parce que simplement ce week-end il y a le Fige et qu'en plus on a changé 2 jours pour nos ateliers. Mais on a quand même Adrien qui reste fidèle au poste ainsi que mon bon ami Pierre qui est également fidèle au poste. Ouais, enfin, le Messieurs, fiche, c'est demain, hein. C'est bonsoir. pas aujourd'hui. Oui mais Le bon, fiche a commencé hier soir avec les off. c'est Ouais, ça. ouais, bah c'est bon. Écoute l'homme qui a organisé les off. Écoute, j'étais au Fige aujourd'hui, hein. Et moi. Donc Donc c'est tu peux bon, et assurer que ça commence demain, c'est ça? je peux assurer que ça commence demain. Mais surtout que même en l'ayant fait aujourd'hui, bah, on peut être présent pour ce débat très intéressant qui concerne le Fige, qui concerne les Effectivement. Grals d'or, C'est, même. alors, c'est, alors, en tout cas, ça ne concerne pas Ah, vraiment les Grals d'Or, ça a été inspiré par les Grals d'Or. Donc, en fait, ce soir, on va essayer de répondre à une question qui va être la suivante. Comment on peut noter un jeu de rôle? Parce qu'on a plusieurs concours de jeux de rôle. Alors, déjà, je vais faire tout de suite la part des choses. On a des concours qui sont spécifiques, qui vont demander une création sur le pouce, sur une durée limitée. Donc je pense notamment à tout ce qui va être les game chefs, les choses comme ça, où on va nous donner un thème, on va nous donner un format imposé, euh, un petit JDR, etc. Tout ce genre de choses. On va dire qu'à ce moment-là, les critères de notation sont relativement évidents, étant donné qu'on crée spécifiquement pour le concours. Mais aujourd'hui, j'ai envie qu'on discute un petit peu de ce qui va être tous les gros concours de jeux de rôle. Donc, je pense justement au Graal d'Or, hein, qui auront lieu ce week-end, mais également les récompenses offertes par le GROG, les récompenses, les Game Show Awards, enfin bref, toutes les récompenses qui récompensent les grosses productions en termes de jeux de rôle. Et la question est, comment on peut noter un jeu de rôle? Donc d'après vous, quels sont vraiment les critères à prendre en compte et les critères au final qui n'ont que peu d'intérêt si on veut noter simplement des jeux de rôle? Comment faire pour créer un contrôle, quoi prendre en compte plutôt pour un concours de jeux de rôle? Et on ne peut pas. Allez, fin de la vidéo. afin d'animer le débat, je vais vous demander de rester en silence. Non. Je vais simplement commencer par poser cette question. Pour vous, quelle est la chose la plus importante dans un jeu de rôle quand vous le lisez? Qu'est-ce qui doit absolument être présent? Quelle est la chose la plus importante vraiment pour vous dans un livre de jeu de rôle? Donc là, on parle Le un petit prix. peu du produit, le prix, ok, ça se tient. Non, non, mais c'est une vaste question. Euh, Qu'est-ce qui est important quand on lit un jeu de rôle? Je vais prendre mon exemple personnel en termes d'achat de jeux de rôle du coup. Moi, je passe d'abord par une lecture rapide de la quatrième de couve, voir si le thème et la note d'intention sont des choses intéressantes. Une fois que je sais si le thème me plaît ou pas, je vais checker directement le système, voir si le système me plaît ou pas. Et après, si les deux matchs, banco. Mais donc, du coup, je dirais que le plus important, pour moi, reste quand même l'univers. Parce que en vrai, le système, on s'en fout. Mais le plus important, ouais, je pense que l'univers, le thème du jeu, enfin, même pas vraiment l'univers, vraiment le thème global du jeu. Il y a des jeux qui peuvent avoir un univers soit bidon, soit enfin bidon, qui ne nous plaît pas, ou un univers qui est bateau, mais selon le thème et l'ambition de l'auteur, ça peut quand même donner des choses assez intéressantes. Et du coup, voilà, je dirais en vrai la note d'intention et le thème, ouais. Alors c'est vrai que ça se rapproche pas mal de moi, ma propre considération principale. Déjà, il va y avoir la notion d'originalité. Est-ce que le jeu va apporter quelque chose que j'ai pas déjà? Est-ce qu'il y a un intérêt vraiment au jeu ou est-ce que c'est juste une copie d'autre chose? Et là où je vais un petit peu m'écarter, mais c'est peut-être sûrement parce que je fais beaucoup trop d'alternatifs, avoir un système de jeu et une mécanique qui soit adapté à ce thème et donc qui le mette en valeur
Donc en fait, je cherche une originalité et je veux un système qui serve cette originalité. Ça va être un petit peu ce que je vais chercher moi en termes de jeu de rôle, ce qui va m'intéresser. La cohérence ludonarrative. Comme le dit si bien notre ami Thomas. C'est très juste. Ça lâche des gros mots. Et alors, j'ai le droit. On Le pourrait mec pas est en sortir face, il est pas là, le galop. Rollmaster Fatal. Oula, je suis allé trop loin, Fatal. d'accord. Fatal est un jeu qui a énormément d'atouts et c'est un jeu de merde, c'est injouable, ça a plein de problèmes, mais c'est un jeu qui, pour le coup, tu prends la note d'intention de Fatal, euh, euh, le mec, c'est banco. Pour le coup, il s'est dit, bon, allez, ok, on fait du simulationnisme, moi, je veux pousser le truc à mort. Et en fait, c'est limite de l'alternatif, Fatal. Le mec n'y croyait pas, enfin, je veux dire, ou alors il était fou, mais tu prends Fatal de base, tel qu'il est, c'est une putain d'expérience ludique. Ok, la feuille de perso, elle met 8 ans à être créée. Ok. Ok, t'as perdu tes joueurs avant même de commencer la campagne. Ok. En- mais, mais en soi, le gars, en termes de game design, il s'est pété le cul avec son jet, à savoir quelle était la circonférence anale de ton personnage, parce que ça peut être important, on sait jamais. Et je trouve qu'il est injustement méprisé, hormis le fait que ce soit fait par des gens pas très recommandables. Mais il y a une vraie démarche de création derrière et une vraie volonté en fait. Donc c'est devenu un peu la blague parce que de toute façon c'est un jeu de merde auquel personne ne jouera plus parce que personne n'y a jamais joué, je pense. Mais il y a une vraie recherche en game design et en termes de... Il y a un jusqu'au boutisme qui est absolument admirable. Voilà, c'était ma parenthèse fatale. Fort bien. Et donc, du coup, Pierre, tu n'as pas encore eu l'occasion de répondre à la question. Quoi la question déjà? Si, il a dit le Merci. Ludona, la cohérence, mon cul sur la commode. Ludonarrative. Qu'est-ce qui est le plus important Ouais, dans un jeu de rôle? pour toi, donc, quelle est la chose la plus importante donc, dans l'achat ou le choix d'un jeu de rôle? Qu'est-ce qu'il faut qu'il soit présent? Je suis trop bon public. Donc j'ai tendance à acheter beaucoup de choses de manière extrêmement diversifiée. Mais ouais, l'un des points les plus importants, c'est qu'il faut que ce jeu de rôle m'apporte quelque chose que ma collection ne possède pas. Voilà. Oui, j'en vois un qui est en train de se foutre de ma gueule. Le mec, il a 28 versions de Cthulhu différentes. Ça Non, m'apporte mais des trucs c'est de la différents, les collection, gars. c'est de la collection, d'accord? C'est autre chose. Non, c'est Compris? le même jeu, de toute façon, c'est que Toulouse, c'est juste les extensions du Non, même jeu. c'est pas le jeu. Voilà, Donc c'est c'est bon, c'est un l'extension. seul jeu. Voilà. Donc Ça tout va va, bien. c'est un seul jeu. Non, mais il faut que soit ça m'apporte quelque chose que je ne possède pas dans ma collection, soit que ça vienne en complétion de quelque chose que je possède déjà dans ma collection. Waouh, Ouais, complétion. en complétion. Ouais. C'est d'ailleurs pour ça que oui, ben Cthulhu, j'ai 14 versions de l'appel de Cthulhu. C'est pour ça que j'ai la V2, la V3, la V2, V4, V5, V6, V7. J'ai Hack, j'ai la version du Groom, dont j'ai oublié le nom, Dark. etc., etc. Parce que les différentes versions de l'appel de Cthulhu ont des notes d'intention différentes. Tu vas pas jouer à la version Chaosium de l'appel de Cthulhu de la même manière que tu vas jouer à la version Hack de l'appel de Cthulhu. Ouais, c'est pour ça que je joue Little Fears. Exactement. Voilà, Parce que ça condense tout. voilà, pourquoi pas. Mais voilà, il faut que, comme tu l'avais dit tout à l'heure, que ça m'apporte quelque chose que je n'ai pas déjà dans ma collection, ou même parfois que le jeu soit inclassable. J'ai quelques jeux dans ma collection. Euh, Pourquoi je les ai? Parce qu'ils sont en dehors des carcans du jeu de rôle. C'est Voilà. donc pour ça Parce que tu as que, acheté des jeux de Thomas Minier. exactement. C'est pour ça que j'ai acheté les jeux de Thomas Minier. Ou peut-être parce que tu m'as harcelé avec cet auteur un nombre incalculable de fois. C'est peut-être aussi à cause de toi que j'ai commandé. Comment il s'appelle déjà? Mince. Que j'ai toujours pas reçu en plus. Héros d'argile. Exactement. J'en ai Voilà. refait, c'est incroyable, hein. Je sais que j'en ai déjà parlé sur cette chaîne, mais c'est. Alors pour ceux qui avaient pu essayer d'année,
c'est plus accessible et vraiment, ça fait des parties mémorables. Le drama se fait très naturellement. Mm. Mais voilà, après, il y a aussi. Je joue à la fois sur le quelque chose de totalement différent et sur la complétion. Voilà, ce sont les deux axes qui, moi, vont m'intéresser. Et si je trouve un truc totalement perché, totalement un truc totalement inclassable, bah, je vais taper dessus. Obligé. Forcément. Ah oui, Je je suis suis le premier à acheter friand de ce genre de choses. découvertes de trucs bizarres. Donc c'est pour ça que j'ai pris Cabal. Voilà. Voilà, pour le ranger à Bah ouais. côté, je suis pas trop game. Voilà, c'est pour ça que j'ai CS et Macadabre. Voilà, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose, ça vient en complément. Ah, vous avez trop de trucs. Moi, je suis parti dans une épuration ethnique de ma bibliothèque jeux de rôle. Je suis en train de faire un putain de tri. Ouais, Non, mais je pense que ouais, là, et puis il y a un argument en fait qu'on a tendance à toujours oublier, c'est un truc qui revient assez souvent en fait. Quand, quand les gens me demandent par exemple pourquoi je joue à Antica, qui a un système qui est complètement imbitable, euh, même si je salue bien bas le travail de Bruno Guérin qui est magnifique, hein, mais le système de jeu est très très lourd et inutilement compliqué. J'en profite d'ailleurs pour faire cette petite parenthèse, je mettrai sûrement le lien dans la description. Je crois qu'ils ont mis 40 scénarios d'Antica disponibles gratuitement Ouais. lundi dernier. C'est ça Donc sur son site anticajdr.fr. Damn. voilà, et franchement, il y en a qui valent largement le coup. Donc Ah, mais c'est un tueur, hein. C'est un tueur. Il relie énormément de choses de la communauté. Il valide, il invalide. Enfin, non, il invalide pas. Il valide. Il encourage à modifier pour pouvoir valider quelque chose. C'est un mec qui est hyper intéressant. Et en fait, ouais, Antika, le système de jeu, il est chelou, quoi. Enfin, il est compliqué. Pour moi, c'est inutilement compliqué. Et quand les gens me demandent pourquoi j'y joue quand même, ou Witcher, pareil, pourquoi j'y joue quand même alors que le système de jeu est complètement bidon. Pour les habitués de la chaîne, vous connaissez ma passion pour Witcher. Bah en fait, c'est juste parce que ça me plaît, quoi. Et je pense que la notion de plaisir, c'est quelque chose qu'on a tendance à malheureusement souvent sous-coter dans les arguments d'un jeu de rôle. Je veux dire, oui, ok, c'est complètement subjectif. Oui, ok, c'est pas quantifiable. Mais il y a un moment, si un mec kiffe jouer à Donjon 4 parce que Donjon 4 lui apporte énormément de plaisir et que ça le fait vraiment kiffer, bah ouais, même si le jeu il est pourri, c'est pas grave, qu'il s'éclate, quoi. Et c'est en ça où ça devient très compliqué de noter, du coup, de sortir des critères. Quand on a ressuscité la folle histoire des Grals d'Or, euh, et qu'on a du coup réfléchi à se dire, bon, on le fait. On est parti, je suis en train de digresser dans mon histoire tout seul. On est parti à Montpellier pour Au-delà du Dragon. Et en fait, on s'est dit qu'entre Nice et Montpellier, il y avait pas mal de routes. Du coup, on a commencé à réfléchir et on s'est posé toutes ces questions-là. Qu'est-ce qui est, qu'est-ce qui est bon, comment noter, quels critères sélectionner et tout. Et c'est pour ça que l'évaluation des Grals d'Or, c'est une évaluation et ça m'a vachement fait plaisir que Axel Bouet souligne ça. On a pris un point de vue très éditorialiste sur comment, comment noter le truc parce qu'à un moment, on est obligé de faire des choix objectifs pour avoir une notation qui après peut être discutée entre jury et tout ça et c'est pas forcément la meilleure note qui gagne et ça c'est intéressant aussi puisque du coup on fait rentrer cette partie de subjectif mais il y a un moment pour faire un travail préliminaire on n'a pas le choix et du coup c'est pour ça qu'on s'était placé sur ces critères-là en disant bah il y a l'univers il y a l'univers il y a ci il y a ça il y a machin. Comment est-ce qu'on rend tout ça cohérent et tangible à noter de façon à ce que ce soit objectif. Et je pense que quand on veut faire un truc jeu de rôle comme ça, c'est ce qui est assez intéressant, puisqu'en plus, c'est totalement dans la dynamique jeu de rôle, c'est qu'il faut un cadre en segmentant en petites actions pour arriver à tirer une note globale. Et après, discuter cette note globale, parce qu'après tout, les règles, c'est important, mais les joueurs, ça l'est encore plus. Et Monseigneur le Groom.
Et d'ailleurs, voilà, c'est pour ça que les critères de notation des Graal d'or sont ainsi, parce que si tu segmentes pas par des petites entités objectives, tu seras forcément subjectif, et si on est tous subjectifs, ça donne des trucs un peu chelous qui fait toujours gagner le meilleur, enfin pas le meilleur, mais qui fait toujours gagner celui qui a le plus de visibilité, quoi. Ben, après, c'est vrai que, de toute façon, j'en avais parlé lors de la vidéo de l'an dernier sur les Graal d'or, que justement, les Graal d'or, ça va être un prix qui, qui récompense quelque chose de très précis. Ça va être un beau produit en termes de jeu de rôle. Donc ça va être un jeu que basiquement on n'a jamais fait de jeu de rôle et on a envie de s'y mettre. Ben, vous pouvez aller vers les Graal d'or. Vous savez que vous aurez un bouquin qui est complet, qui est entièrement jouable, qui est beau. Enfin, c'est on récompense clairement le produit fini. On va pas, ça va pas être un prix qui va récompenser l'originalité à outrance, qui va récompenser des systèmes de jeu extrêmement exotiques et prévus pour un public très très connaisseur. C'est pas du tout ce que ça propose. Et au final, ça fait son taf. Et par contre, moi, ça me fait soulever une autre question. Est-ce qu'on peut juger d'un jeu de rôle sans y avoir joué? Parce qu'il faut être 100% réaliste, hein. Dans les Graal d'or cette année, ne serait-ce que dans la catégorie française, il y avait quasiment 25 jeux. Et voilà, c'était une des trois catégories, sachant qu'on a eu quasiment 20 jeux les 2 derniers mois qui sont arrivés. Donc j'ai été juré sur les Graal d'or, j'en ai pas joué à un quart de ce qui était proposé. Et on me demandait quand même le verdict. Donc, d'après vous, est-ce qu'on est en mesure de juger un jeu de rôle, du coup pas à sa couverture, mais à son contenu, sans forcément l'avoir pratiqué? Ça dépend quels sont les critères de notation. Oui, Parce bien qu'on sûr. peut noter un système sur un plan statistique et sur un plan équilibrage. On peut noter un texte au niveau de la manière dont il est écrit, dont il est mis en forme. On peut noter les illustrations qui sont totalement indépendantes de jouer. On peut noter la qualité du produit. Euh, on peut noter un jeu de rôle sans y avoir joué. Cependant, il faut se poser la question s'il y a une case dans la notation, qu'est-ce que ça donne en partie? De toute façon, clairement, tout ce qui va être le lore, les illustrations, on va dire c'est relativement indépendant de la partie en elle-même. C'est bien sûr ce qui va créer la partie, mais on n'en a pas besoin pour savoir. On peut dire si un livre est bien juste en le lisant. On n'a pas besoin de jouer une aventure dans le livre. Pareil pour un film. Après, là où ça devient quand même plus compliqué, ça va être tout ce qui va être mécanique de jeu. Parce que j'aurai sûrement l'occasion d'en reparler, mais j'ai vu des systèmes de jeu qui ont l'air incroyables, mais ils ont juste l'air incroyables. Si c'est possible qu'ils ne marchent pas du tout une fois à table. C'est possible que quelqu'un qui est passionné par Excel tombe sur le livre de The Witcher et pense que c'est parfaitement jouable. Mais ou juste ne pas se rendre compte à quel point la fiche de personnage est peu adaptée à une partie en termes réels. Donc Dis c'est ça vrai que parce moi, que les PV sont pas sur la première page. ouais, ouais, personne n'a besoin des PV sur un jeu orienté combat. Mais donc c'est vrai que il y a tout l'aspect mécanique. On peut avoir une théorie, mais ça reste de la théorie. Mais là, on peut retomber sur ce que disait Adrien. Est-ce que finalement le système, on s'en fout pas un peu? Le système, on s'en fout pas, parce que Le système compte. quand tu vas chercher, oui, le système compte parce que c'est grâce à ça qu'on joue tous ensemble et qu'on a décidé de jouer à ce jeu-là. Mais les joueurs comptent encore plus et les personnages des joueurs comptent aussi. Et du coup, quand personne n'est d'accord, le système compte. Mais après, ça dépend des ambitions. Après, en vrai, je pense que les prix sont là pour mettre en avant des produits.
Je parle pas forcément, enfin, il y a pas de question de partenariat, quoi. On juge un produit, on juge un livre parce que c'était une question qu'on s'était posée aussi. Tu peux jouer, tu peux tester les trucs, tu peux essayer de jouer, 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 il n'y a pas de souci. Le problème, c'est que jouer, c'est très personnel. Et il y a un moment, est-ce qu'on tombe pas tellement dans le personnel que, en fin de compte, ben, ça n'a plus aucune objectivité dans ce que tu fais. Et si on prend en termes de jeu, en termes de victoire, on va prendre les Graal d'or de cette année, tu vois. Je veux dire, l'Empire des Cerisiers est exceptionnel. C'est un bouquin qui est magnifique, qui mérite de gagner réellement les Graal d'or. Mais les cabinets des Murmures te proposent une expérience ludique hallucinante qui mérite aussi de gagner du coup le Graal d'or. Et je pense qu'on est plus sur en termes d'un produit. Et en fait, c'est vraiment le livre qu'on joue, qu'on le juge, et pas les Et pas le parties jeu. qui. Le problème, c'est que tu tombes sur un mauvais MJ avec une mauvaise table. Même le meilleur jeu du monde devient dégueulasse. Et tu touches trop dans l'expérience personnelle et tu peux trop facilement te faire un a priori. Il y a trop de biais en fait que tu ne peux pas contrôler pour faire un jugement objectif. Et je pense honnêtement que dans le cadre du jeu de rôle, euh, comme dans le cadre du jeu de société, c'est pareil. Les gens ne devraient pas jouer aux jeux qui sont présentés. On va prendre les As d'or actuels. Ils ont fait gagner Seven Wonder Architect. Pourquoi? Pourquoi? C'est c'est- Parce c'est- que c'est connu. c'est pas terrible. Oui, mais on s'en fout. Ils ont fait gagner d'autres trucs hyper stylés. Et Seven Wonder Architect, ok, bon, c'est cool pour Antoine Bozin, hein. Félicitations à RepoProd pour cette victoire. Mais en soi, tu pioches une carte à gauche, tu pioches une carte à droite. La mécanique, elle est bidon. C'est De toute façon, enfin, c'est pas ça reste ouf. en vrai, ça reste un bon jeu, surtout pour un public qui n'est pas du tout habitué à faire du jeu de société, parce que c'est une version euh, encore plus simplifiée que n'était déjà Seven Wonders. C'est extrêmement accessible, et là où je trouve que le jeu est particulièrement fort, c'est que ça va être un jeu auquel tu peux jouer avec des enfants qui sont extrêmement jeunes et t'amuser en étant adulte, en étant sur les mêmes tables. Il y a tout le monde Non, qui est mais tout à fait en mesure de comprendre. Donc, alors, soit c'est pas le jeu le plus original du monde, étant donné que c'est juste une refonte du Seven Wonders classique, mais il a quand même ce côté d'avoir un jeu qui est quand même sympa à jouer et d'être extrêmement clair, ludiquement parlant, qui donc je peux comprendre que qu'Architect ait gagné ce prix ah oui, non, non, sans mais moi aucun doute. je comprends tout à fait le truc. Je suis pas en accord avec cette décision, mais c'est autre chose. Après, en soi, Seven Wonders Architect, c'était juste pour l'exemple. Mais l'exemple de Seven Wonders Architect est parfait. Tu lis le bouquin, tu lis les règles, ça a l'air putain de cool. Tu y joues, tu fais ouais, ok. C'est Et je pense que c'est là où c'est important du coup de pas jouer parce que tu te fais biaiser par comment tu joues, par comment la table réagit, par qu'est-ce qui se passe. Tes Ah, joueurs, ils viennent, ils sont fatigués parce que c'est la quatrième jeu que tu leur proposes une semaine. Ils le font parce que c'est tes potes. Mais du coup, toi, tu es un peu crevé parce que tu as passé ta journée à bosser. Eux aussi. Pff, tu es là, tu hésites, tu bégayes un peu. Ton expérience de jeu, elle est forcément entachée par ton vécu là-dessus. Donc, jouer à un jeu, pour moi, surtout quand tu as autant de sélections possibles, je pense que c'est le meilleur moyen de passer à côté de perles connement, avec juste des biais débiles, quoi. Parce que tu reprends tes 25 jeux, tu prends les 25 jeux de la catégorie francophone des Graal d'Or. Putain, tu joues aux 25 jeux en un an, t'as quoi, il y a 12 mois, ça fait deux parties par mois. Est-ce qu'en une partie, t'as vraiment découvert ce que c'était un jeu? Est-ce que t'as vraiment creusé l'intérêt profond du jeu? C'est c'est pour moi, c'est se biaiser, c'est vraiment se jouer à un jeu
pour le juger. Partir de ce principe-là et de ce postulat-là, parce qu'il y en a plein qui le disent, oui, mais vous n'avez pas le temps de jouer à tous les jeux. Oui, et heureusement. Heureusement qu'on n'a pas le temps de jouer à tous les jeux, parce qu'en fin de compte, le 25e, quand tu t'es farci 3 parties de chaque jeu, que ta 75e partie, tu pètes un plomb, t'as plus envie. Et c'est normal. Et c'est Comment normal. sont décidés les 25? Enfin, comment ont été sélectionnés les 25 jeux? Au Graal d'Or, Ouais. au Les Graal d'Or, auteurs c'est qui ont très simple. proposé. C'est les auteurs ou les éditeurs qui postulent pour jouer, pour le concours, pour les Graal d'Or. Ça a été une grande question qu'on s'était posée aussi. C'était qu'est-ce qu'on prend, qu'est-ce qu'on fait? On va prendre le prix Rollist. Le prix Rollist va prendre tous les jeux qui sont sortis en magasin dans l'année. Mhm. S'engage à les lire, à les lire. Ils s'engagent pas à les maîtriser eux aussi parce qu'en fait, D'accord. c'est faisable. Et nous, on s'est dit, ouais, mais du coup, ok, donc sortir en magasin, c'était une idée qu'on avait eue. Puis on s'est dit, merde. On s'est créé avant le pré-release, un an avant, je tiens à le préciser. Hein. Les guerres d'ego à la con. Non, pas du tout. Donc du coup, la question c'était qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'on voulait être représentatif. Du coup, on a dit merde, bah, on prend tout ce que les gens nous proposent, on prend. Puis on s'est dit mince, mais on peut pas, parce que tout ce que les gens proposent, on prend, ça va être trop compliqué. On va se retrouver avec plein de jeux gratuits, indés, et les jurés pourront pas assumer la masse de jeux. Du coup, on a dit, bah, on prend tous les jeux qui sont commercialisés. La différence entre commercialisé et les jeux parus en boutique, ça veut dire que le Grumpf, par exemple, qui a sorti Intrépide cette année, aurait pu candidater pour les Graal d'Or. Simon Lee et Angel Dust Pro JDR peuvent candidater. Et c'est là où c'est intéressant. C'est que du coup, c'est les auteurs et les maisons d'édition qui commercialisent, qui se proposent pour faire les Graal d'Or. Et il y a Notre- une limite au nombre de jeux de rôle qu'ils peuvent proposer? Tout ce qui est nouveau, on fait comme on fait Ouais, il faut que ce soit pas les sorti. extensions. Ça sorti dans l'année. C'est ça. D'accord. Donc, basiquement, Arkham Asylum Publishing aurait pu proposer les 5 jeux qu'ils ont sortis cette année. Ils Non, en mais ont ils peuvent sorti. pour l'an prochain. Non, enfin, je veux dire, l'année dernière, Ils ont sorti euh, quoi? ils ont sorti Cult, ils ont sorti Things from the Flood, qui donc, du coup, fait partie des postulats. Ils ont Alien, sorti Vampire the Alien, Divinity ils ont aussi, oui. sorti. Je crois qu'ils y sont quasiment tous, hein. Est-ce que ça ne fait pas un petit peu beaucoup de donner à Cult. la possibilité aux éditeurs de proposer autant de jeux? Est-ce qu'on ne pourrait pas limiter ça Bah, finalement, on à récompense un? pas l'éditeur. Je Quel est sais qu'on ne l'intérêt? récompense pas l'éditeur, mais tu as des éditeurs qui ont quand même pas mal, beaucoup de sorties chaque année. Et j'ai Tu envie de te prends dire, ça BBE, serait un tu petit prends Arkham. peu. C'est Là où moi, ça me ah, dérangerait de faire une limite comme Ah, ça, c'est que ça reste des jeux qui sont écrits. Alors, oui, c'est un éditeur qui a un gros poids, mais au final, ça reste des auteurs qui sont différents. Donc, en quoi, dans ce cas, l'éditeur, il va dire, ah ben, lui, cet auteur, bah, il vend mieux, donc on va proposer son jeu. Ça arrive justement, je pense, à l'encontre complète de ce qui est cherché à faire, de ben, justement pouvoir ratisser large et de pouvoir aller récupérer ben, les petits auteurs indépendants, etc., aussi bien que les gros auteurs. Donc finalement, ce qu'on récompense, ça reste quand même ben, le travail d'une personne ou de plusieurs personnes qui se sont Mm. embêtées à écrire, à mettre en page et à faire en sorte que leur jeu soit jouable au plus grand nombre et pas juste entre copains. Donc ah, je pense pas que ce serait une bonne chose de limiter ouais, en tout cas un éditeur. puis dans l'absolu, tu regardes les prix sur. Désolé pour tout le monde, on tourne autour des Graal d'Or parce que c'est quelque chose qu'on connaît et qu'on a pratiqué du coup. Tu prends les Graal d'Or. Ça a été une grande question. Première année, tout le monde nous a dit ouais, BBE, BBE, BBE. Fatalité, BBE, ils n'ont pas gagné tout. Ils ont gagné des trucs, mais ils n'ont pas tout gagné. Et tu te retrouves avec des gens comme 500 nuances de geek qui sont nommés. Tu te retrouves avec Angel Dust JDR qui est nommé. Tu te retrouves avec des choses qui sont nommées. Antika, c'est une auto-édition. Enfin, je veux dire, dans quel concours à l'heure actuelle de jeu de rôle, tu vas te retrouver avec Antika qui est une V2 en réédition, qui est une auto-édition sur le podium. Moi, c'est la confiance que j'ai fait quand on a eu cette discussion très longtemps et très souvent. Les jurés sont grands,
et les jurés sont passionnés. Donc les jurés ne vérifient même pas la maison d'édition en fait. Mm. Les jurés lisent des jeux et notent des jeux. Ils notent pas une maison d'édition. Et c'est là où nous on a essayé quand même on a essayé de se différencier aussi de tout ce qui existe en termes de prix, comme on prend les Ennies, qui sont les Oscars du jeu de rôle américain, où tu as des catégories pour tout et n'importe quoi pour essayer de faire gagner un maximum de personnes. Et nous, on voulait des choix clairs, on voulait qu'est-ce qui nous paraissait le plus pertinent dans les trois catégories qui nous paraissent les plus pertinentes, à savoir la création francophone, qui est excellente, qui est un vrai vivier d'auteurs et de talents, la création étrangère, internationale, et du coup la réédition, parce que au début on voulait même pas mettre de réédition, mais bon, on nous a après moult réunions de travail, on s'est retrouvé à faire de la réédition parce que après tout ils ont leur place aussi. Mais Mm. du coup tu peux avoir 28 sorties BBE, c'est ce qui s'était passé l'année dernière, je crois. Il y avait Mm. une catégorie où 50%, 60% des jeux proposés au Graal d'Or étaient une réédition, étaient de chez BBE. Ben, Et cette année, la moitié des rééditions, c'est du BBE. ouais, et en réédition, tu as Antika qui est un auteur indépendant. Enfin, Ah non, c'est quoi? C'est Antika, Worm et Captain Vaudou. ouais. Worm est d'une qualité exceptionnelle et incontestable. Captain Vaudou est très très bon. Et les trucs seraient sortis ailleurs. Ils auraient aussi été pris comme ça parce que comme on a choisi de faire des critères, de segmenter au maximum pour faire des tout petits critères, en fin de compte, le travail de la maison d'édition là-dessus, il est peanuts. À part la qualité de la traduction et le Mm. maquettage, et BBE, niveau maquettage, c'est pas ouf du tout. Donc, du coup, limite, ça les dessert plus que ça ne les sert d'en envoyer plein. Mm. Mais oui, je comprends ton argument et en fait, les critères de notation sont faits pour éviter ça, justement pour Mm. éviter ce biais. Contrairement à un truc où on va dire, bon, les gars, on prend tous les jeux qui sont sortis, on les lit tous et on voit ce que ça donne. Et souvent, je ne sais pas ce que ça donne. Mais en fait, Mais j'ai aucun problème à ce qu'en fait un éditeur participe à toutes les catégories. C'est plus le fait de proposer plusieurs jeux dans la même catégorie que je trouve un petit peu dommage. Après, voilà, ton argument en lui-même est totalement valable. Là, c'est juste que quand mais je vois la moitié d'une catégorie où tu as le même éditeur qui est représenté, quand dans les finales, je crois qu'à chaque fois, chaque finale, la moitié des productions, c'est un seul et même éditeur. Après, Euh, c'est aussi le jeu de rôle comme il c'est le jeu fonctionne de rôle, actuellement. c'est sûr. On n'a pas non plus On a peu 200 éditeurs. d'éditeurs. On a peu d'éditeurs. Ceux justement qui ont l'opportunité d'aller jusqu'en boutique, pas tout le monde peut gérer une auto-édition. Pas tout le monde arrive à gérer un financement participatif. Ça reste quand même quelque chose de compliqué, d'éprouvant, surtout si on est seul. Ou en tout cas un petit groupe derrière un jeu. Donc c'est normal qu'on ait des éditeurs derrière. Et vu qu'il n'y en a pas beaucoup, on va tomber toujours sur les mêmes. après, faut voir aussi la dénomination du prix. La dénomination du prix, c'est création. On est vraiment là et d'ailleurs, on avait eu cette question avec BBE. BBE avait eux-mêmes posé la question il y a 1 ou 2 ans sur ouais, mais nous, on a 8 nouveautés, on va pas t'envoyer 8 nouveautés. Bah si, parce que t'es 8 créateurs, c'est 8 personnes différentes et c'est eux qu'on veut valoriser. On s'en fout que ce soit les hommes en noir qui gagnent. Nous, ce qu'on veut, c'est valoriser l'auteur. C'est ça qui est très important et on a eu une grosse réflexion là-dessus sur comment valoriser l'auteur en termes de comment marquer le coup. Et du coup, il me semble que ça a été mis en place cette année, je suis même quasiment sûr. Il y a eu une édition des diplômes pour chaque acteur de la création du jeu. Notre but, c'est vraiment de valoriser enfin, le but des Graal d'Or, parce que moi, je- j'étais là à la naissance du truc, mais moi, je suis parti sur le côté jeu de société, Protolab pour le Fige. Mais le but des Graal d'Or, c'était vraiment de valoriser une création et de valoriser un créateur. Et à la base, dans les catégories, moi, je voulais qu'il y ait
catégorie pour l'illustration et j'étais même assez jusqu'au boutiste parce que je voulais aussi qu'il y ait une catégorie pour le coloriste, qui est quand même un des gros tafs oubliés de l'édition de jeu de rôle. Ouais, Et, ok. et en fait, le problème, c'est que ça devient très difficilement quantifiable et gérable. Hmm. Donc, du coup, c'est sur ces trois créations-là. Le but, c'est de valoriser les créateurs. Et si BBE, ils ont 8 bouquins, ils postulent leurs 8 bouquins et c'est logique. Et ça, Alors, vas-y. tu dis justement valoriser les auteurs. Je suis d'accord. Si c'est le but, je suis entièrement d'accord, c'est cool. Sauf que il y a un problème, et je sais, on va me dire que je suis un emmerdeur, que je suis tatillon, mais sur la page des Graal d'Or, pourquoi c'est noté Antika de chez JDR Édition, Captain Voodoo de chez Black Book Édition, Cyberpunk de chez Arcane, et pourquoi c'est pas les auteurs qui sont mis Antika de C'est pour chez tel savoir où le éditeur, trouver si tu Captain veux. Voodoo. Ouais, mais si tu veux parler, si tu veux récompenser les auteurs, il faut les nommer, non? Je suis, je suis- Peut-être, et je le dis, hein. Oui, je suis un emmerdeur, oui, je suis un chieur à relever ce genre de truc, mais au bout d'un moment, on veut récompenser les auteurs, on en parle un peu plus. C'est, Waouh, voilà. c'est vachement profond. On sent que t'en as gros. Ouais, Bah écoute, si tu fais partie du peut-être. Graal, invite à faire partie des conversations endiablées là-dessus, qui, qui font beaucoup de choses. La réalité des choses, c'est qu'on est très peu, enfin ils sont très peu, puisque moi j'y suis plus. Il y a une personne qui gère tout ce qui est mise en ligne et tout ça, machin. Et il y a un moment où c'est le rasoir d'Occam et on fait au plus simple pour lui. Euh, Après, tu peux postuler, hein, tu envoies un mail au vice-président, tu lui dis que tu veux bien gérer la page Graal d'Or et lancer le truc. Pourquoi est-ce que tu mets les C'est- éditeurs? Parce que tu mets les éditeurs parce que tu espères quand même que tu parles de Facebook. je parle, là, je suis juste allé sur la page. J'ai juste jeté un œil histoire de pouvoir Oui, mais retrouver la liste t'es des sur jeux de Facebook. rôle T'es sur sur Facebook ou Facebook. ouais. Alors Sur le Facebook. pourquoi sur Facebook? Parce que sur Facebook, si tu fais un post avec 50 millions de noms, personne ne le lira. Pourquoi est-ce que tu tags les éditeurs? Parce que tu espères quand même que les éditeurs Ils soient sont pas contents. tagués. Ils sont pas Ouais, tagués, ils bah, sont juste nommés. eh ben, je te propose de devenir responsable communication au Graal. Et non, non, mais je t'explique, Ah c'est non, c'est mais que je sais, hein. Je sais, mais tu connais je le lance truc aussi là. mieux que moi. Non, non, mais je vois ce que tu veux dire. Pourquoi est-ce que tu mets juste les éditeurs? Parce que tu espères que les éditeurs vont partager sur leur page, tout simplement. Et le but, c'est de donner de la visibilité au prix. Et pour pouvoir, parce que c'est bien, si on reste dans notre coin, dans notre KGB, à dire ouais, bravo Bruno Guérin pour ta victoire d'Antica, ça parlera pas aux gens. Alors que si tu dis Antica chez JDR Édition, et d'ailleurs, c'est pas chez JDR Édition, c'est juste le distributeur. Mais après Antica, c'est compliqué, ça vient des ludopathes, il y avait Yann Brouzeau derrière, c'est très très particulier comme contexte, et c'est une semi-auto-édition en réalité. Mais du coup, pourquoi tu mets les éditeurs sur un post Facebook pour que ce soit simple et percutant en fait? Malheureusement, pour gagner en efficacité, tu perds en information. Et je suis entièrement d'accord avec toi et c'est très dommage là-dessus. Je pense que c'est des retours qu'on peut faire à l'équipe du Graal d'Or. Mais tu prends le grog à ma connaissance de ce qui existe à l'heure actuelle en termes de prix. Et on va peut-être arrêter de parler du Graal d'Or parce que c'est pas trop le sujet non plus. Mais c'est un bon exemple puisqu'on le maîtrise. À part le Graal d'Or et le grog qui sont vraiment là qui ont comme ambition à la base et comme note d'intention de valoriser la création, puisque le Grog d'Or, c'est ce qu'ils fait et ils font un travail admirable là-dessus. euh, de valoriser la création, tu te retrouves vite après sur des prix qui, en fin de compte, reviennent au bouquin et qui sont remis du coup à la maison d'édition parce que c'est le plus simple. Voilà. Je sais pas si c'est très clair. Oui, oui, non, c'est clair. Du coup, voilà, et c'est cette réflexion que tu fais, c'est très juste, et je fermerai ma parenthèse Graldor là-dessus. Comme j'ai dit, des diplômes vont être faits cette année pour pouvoir les envoyer à tout le monde. Tu vois, si, prenons Think from the Flood gagne, euh, Arcane enverra le diplôme à Freya League, qui l'enverra à Simon Stengard, quoi.
Et Mm. on essaie que ça remonte au maximum. Après, le problème, c'est que le commun des mortels s'en tape de qui a écrit quoi, en vrai. Tu vois, tu prends le nombre de gens qui. Je parlais jeux de société tout à l'heure avec un collègue que je ramenais du boulot. Et il commençait à me dire, ouais, je joue à Five Tribes, je joue à Abyss, je joue à, je joue à Seven Wonders et tout. Je fais, ah putain, t'es un fan de Bruno Catala. Il me dit, de qui? Je fais, ouais, d'accord. Parce qu'en fait, ça nous intéresse, nous, mais faut dire la réalité des choses. Le commun des mortels s'en foutent que Olivia Kay Sanfilippo ait écrit l'Empire des Cerisiers. Eux, ce qu'ils veulent, c'est jouer à l'Empire des Cerisiers. Et ils ont raison. En soi, ils ont raison. Mm. Et du coup, c'est pour ça, je pense qu'on peut gaver les gens avec nos notes d'intention. Mais en fin de compte, c'est pas le but. Notre but, c'est que les jeux soient mis en avant, les créations soient mises en avant, et que nous, après, par derrière, l'auteur sache qu'il a eu son prix, reçoive son diplôme, reçoive son truc, parce que nous, ça nous tient à cœur de le faire. Euh, et voilà. Et c'est ça, en fait. C'est que le problème de ces prix-là, c'est que ça intéresse que ceux qui veulent s'y intéresser. Tu prends les As d'or de cette année, tu as Antoine Boza qui était nommé 2 fois, une fois pour Seven Wonder Architect et une fois pour Oltré. Et enfin, c'est pareil, je veux dire, tu prends les 95% des gros ludistes, ils en ont rien à taper, que ce soit Antoine Boza qui soit nommé 2 fois et que ce soit rigolo en soi que, que cet homme qui est un génie du jeu, hein, je retire rien à Antoine Boza, mais qu'il soit nommé 2 fois d'affilée, enfin 2 fois sur 2 catégories différentes, c'était rigolo. Mm. Mais c'est parce que nous, ça nous intéresse dans le fond et parce que, mine de rien, on commence à avoir des envies de s'intéresser à la machine qu'il y a derrière l'édition du jeu. 90% des gens, ils jouent à Donjons et Dragons, tu leur demandes qui est l'auteur de Donjons et Dragons, ils vont te dire, bah, on m'en bat les couilles. Et c'est logique. Et ils ont raison. Eux, ce qu'ils veulent, c'est un produit pour jouer. Ils se font pas chier, ils ont pas forcément envie d'aller voir plus loin. Et je pense que c'est là où les prix, du coup, sont litigieux, sont paradoxaux. C'est que les gens vont te dire, ouais, enfin, mettre 2 jeux en compétition, ça n'a pas de sens, quoi, parce que ça dépend avec qui tu joues, ça dépend de comment tu joues, ça dépend de trucs, et c'est logique. Et tu as une vision de personnes qui jouent, de consommateurs, qui est hyper intéressante. Et le prix se met à cheval entre on est un peu dans les coulisses et un peu sur la table de jeu. Et c'est là où c'est intéressant et où tu vas essayer de dire, voilà, toi qui as juste envie de consommer un jeu, nous on pense que cette année, en création francophone, ça vaut le coup. Nous, en tel jeu de rôle vaut le coup. C'est ce que fait admirablement bien les Grog d'Or. C'est ce que fait admirablement bien aussi le prix Rollist et tous les prix de jeux de rôle en soi. Ils le font super bien. Et en fait, tu mets en avant un produit, malheureusement que tu le veuilles ou non, le commun des mortels. Et c'est logique. La masse de base, enfin pas la masse de base, ça fait très prétentieux de dire ça, mais les gens qui sont là pour consommer du jeu parce qu'ils ont envie de jouer et juste envie de jouer, ça les intéresse pas et ils ont entièrement raison. Tu prends les 2309 personnes qui étaient présentes dans la salle des As d'or, puisque c'est le nombre de places maximum de la salle. Euh, Savoir que Seven Wonders Architects et Antoine Boza, ça leur passe par-dessus la tête. Eux, ce qu'ils veulent savoir, c'est quel jeu va gagner pour savoir quel jeu ils vont acheter. Et c'est ça aussi, c'est aussi de la com, et d'où le fait que tu notes du coup les éditeurs plutôt que les auteurs un par un. Bref, Alors du coup, pour recentrer un micro le débat, parce que là on est parti complètement. extrêmement, c'était super intéressant, j'ai beaucoup aimé. Mais du coup, quelle est la chose la moins importante dans un bouquin de jeu de rôle? Quel est le truc qui fait que pour vous ça n'aura aucun impact pour un jeu de rôle? Alors je précise pour vous parce que je le vois déjà des réponses qui vont pouvoir être totalement différentes d'un côté ou de l'autre. Parce que je sais qu'il y a une partie des jeux de rôle que Monsieur Adrien ne lit presque jamais et qui est nécessaire pour Monsieur Pierre. Ah, le scénario! Exactement. Voilà. Donc, non mais donc plus sérieusement, quelle partie d'un jeu de rôle pour vous est
n'est finalement, même si elle est présente, pas nécessaire, pas obligatoire. Donc, en tout cas, qui ne rentre pas dans vos critères de notation pour savoir si un jeu va être bien ou adapté à vos besoins. Ouais, la question, c'est ouais, quand tu choisis un jeu de rôle, quel truc est en plus, enfin, quel truc tu peux considérer comme en plus et où tu t'en tapes. C'est un bon résumé. Ouais. Ouais, j'avoue, il est pas facile, hein. En fait, j'ai une réponse toute trouvée. Euh, mais même si je m'en tape, elle reste quand même un minimum importante. Vas-y, À lâche-toi. savoir la mise en page. Une mise en page claire, nette, lisible. Alors, je vois quelqu'un qui est en train de rire, de s'éclater, parce que je pense que tu vois de quel éditeur je parle, vu que c'est surtout toi qui me l'as fait remarquer. Mais c'est vrai qu'au final, moi, l'important, tant que c'est lisible, ça me va. Je n'ai que faire d'avoir des fioritures, d'avoir des belles décorations tout autour, même s'il en faut un minimum. Mais pour moi, tant que c'est lisible, je me fous complètement de la mise en page. Ah ouais, moi pas du tout. Voilà. Pas du Pour moi, tout. l'important, c'est que je puisse le lire. Et ce qu'il y a autour, ben, s'il y en a autour, tant mieux. Ah S'il n'y en putain. a pas, c'est pas trop grave. Alors j'en profite pour faire une micro-parenthèse. Il y a pas longtemps, j'ai eu l'occasion d'avoir entre les mains le livre Morkborg. Et c'est sans aucun doute le bouquin de jeu de rôle le plus beau que j'ai jamais vu avec des Genesis. Mais il est même bien plus beau que des Genesis. Mais Workboard, c'est le truc à la Knock, là, c'est ouais, les ouais, pleins d'articles. du post-apo trash punk. Et Ouais. le livre est incroyable. En termes de game design, en fait, chaque page, c'est une œuvre à part entière. C'est complètement fou. Ah, Donc voilà, il y a c'était une petite parenthèse pour ceux qui, au contraire, aiment beaucoup le design, la mise en page et ce genre de fioriture. Je trouvais que ça méritait d'être dit et Ouais. Ah, de mais ça, toute c'est un votre cas à correction de part. ce côté. il y Non, a, mais il y a justement, ça peut être bien de le savoir pour les autres qui cherchent. Pour ceux qui ne l'ont pas vu également, je peux vous conseiller d'aller jeter un œil du côté de Toi qui comme un couteau dans mon cœur est entré, de Simon Lee qui a fait un très joli travail de maquettiste, ou en tout cas quelque chose de très original. ouais, Ah, voilà. il y a Plutôt aussi la maquette que Fléau. la mise en page. Il y a aussi Fléau de Kobayashi, qui était un jeu gratuit, qui doit toujours l'être gratuit d'ailleurs, qui proposait une mise en page, une maquette complètement hallucinante, qui est assez cool. Ouais, non, moi, les trucs où tu as l'impression de lire le Times, oh là là, je trouve ça lourd. Surtout quand c'est des bouquins format A5 qui commencent par Cro, qui finissent par Nick et qui sont suivis par Oublié. Euh, euh, et le côté double colonne centrale avec 20 centimètres d'espace de chaque côté, parce que de temps en temps, toutes les 8 pages ou les 20 pages, tu vas avoir une annotation. Oh, c'est lourd. C'est lourd, c'est vieux. Mais je comprends que ce soit maquetté comme ça, parce qu'en soi, t'as pas 15 000 non plus façons de maqueter quelque chose. Mais putain, sur du A5, il fait pas de double colonne, quoi. Arrête. Arrête. Double colonne avec double émargement comme ça, en fin de compte, ta page, c'est du A6, quoi. Euh, C'est un travail qui est très intéressant quand on le voit sur la collection de poches de Chibi d'ailleurs, qui sont des jeux de rôle format roman de poche, Nanochrome et dont Dragon de Dragon poche, Poche. pour citer que, où il y a un travail de maquette qui est intéressant et qui tient parti du coup de la taille du format. Je pense que ouais, enfin après moi c'est parce que je sais pas, je sais même pas pourquoi j'ai une fixette là-dessus. Je suis d'accord avec Pierre, hein. Après dans l'absolu, tant que c'est lisible, mais tu prends un jeu qui m'intéresse peu parce que c'est une refonte de de Donjons et Dragons 3.5, et que donc on en a fait un fantasy et un contemporain.
Mais ouais, non, j'aime pas Chronique oubliée. Je trouve que c'est con parce il y a un taf de fou derrière et la mise en page, je la trouve complètement saccagée, quoi. Et j'ai l'impression qu'en fait, ils ont fait une mise en page comme ça pour avoir du volume parce qu'à l'époque, ça se vendait les bouquins que quand ils avaient un certain nombre de pages. Et je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage parce que tu perds la possibilité de mettre des choses. Tu prends une maquette qui est à peu près similaire, c'est les maquettes des L5R. L5R première édition, où tu es en double colonne centrale avec deux marches sur les côtés. Mais putain, dans les marches sur les côtés, t'as des trucs, c'est rempli. Il n'y a pas forcément des dessins, mais t'as des petites fiches de perso, t'as des trucs qui expliquent, qui complètent, t'as des notes, t'as une partie centrale qui est très RP, très axée. Voilà comment les joueurs, vous pouvez lire le truc. Et t'as les marches qui sont propres au MJ, où tu vas avoir plein d'infos et plein de trucs utiles. Le problème d'un maquettage, c'est que selon comment on le fait, ça paraît très vite vide. Et moi, acheter du vent, ça m'intéresse pas forcément, quoi. Je Tu dis pas avais. que Chronique oubliée, c'est du vent, hein. Il y a beaucoup de gens qui y jouent, c'est très bon jeu. Et tant que ça vous éclate, en vrai, on s'en bat les couilles, de mon avis. Mais voilà, ouais, moi, le maquettage, je trouve ça important. Je trouve ça important qu'un bouquin ait une esthétique intérieure, extérieure. Faut que ça reste un objet plaisant à voir. Ouais, beau. Alien, très beau. Très, très beau à l'intérieur. Des fois, un peu contraste des couleurs, pas Pas terrible, facile à terrible. lire, mais qu'est-ce qu'il est beau, il est magnifique, hein, ça va vraiment être Super. un gros coup de cœur C'est de un ce côté. travail superbe. Et je l'ai acheté. De toute façon, je savais que je n'y jouerais jamais parce que j'ai pas envie. Et très très bon jeu. Excellent jeu. Et à mon avis, c'est le jeu qui va gagner d'ailleurs. Il est clairement très très bien, vraiment. J'ai fait Ben, des parties, je pensais pas qu'on pouvait aussi bien réussir une ambiance alien en termes de jeu de rôle. Things from the Flood. Incroyable quoi. Things from the Flood. Ah, on s'en fout de Fig from the Flood. C'est bien. En Je vrai, c'est sais que cool. tout le monde s'en fout. Je sais C'est que tout le monde s'en fout. Mais bon. c'est cool. C'est cool ce que ça propose d'être une extension standalone de Tales from the Loop. C'est cool. Mais ça apporte rien de nouveau. Alien, t'as ce putain de stress qui te révolutionne une façon de jouer au jeu de rôle dans des systèmes simples et qui est absolument excellente. Moi, je dirais, je vais nuancer mon propre propos sur qu'est-ce qui pour moi est passable. Les scénarios dans un bouquin de jeu, pour moi, sont totalement passables. Ce qui n'est pas passable, en revanche, c'est les accroches scénaristiques. Hmm. Ce qui a admirablement bien fait Antika, à savoir, on te présente, et ce que fait très bien le Grumpf aussi dans la plupart de ses jeux, c'est au fil de la discussion, au fil de la lecture, où il te présente le jeu, les environnements, les personnages. Petit point, fin de paragraphe, petit point, on va à la ligne, petit alinéa. Et si vos joueurs se retrouvaient face à ça, et en fin de compte, c'était ça. Simple, ça passe dans la lecture tout seul, t'es là, tu fais ah putain, c'est pas mal ça, je note, je garde. Après, des scénarios complets, moi, ça ne correspond pas forcément à ma façon de jouer, qui est beaucoup dans l'improvisation et pas spécialement dans la suite d'un scénar. Je comprends que ce soit important pour des gens. Pour moi, c'est personnellement ce qui est dispensable. Par contre, ouais, les accroches scénaristiques, c'est quelque chose qui est peut-être pas assez fait et qui mériterait d'avoir plus, quoi. Parce que malheureusement, la plupart des scénars d'intro dans les jeux, ah, ils se ressemblent un peu tous, quoi. Voilà. C'est pas faux. Cependant, du coup, bah, je suis pas d'accord avec toi, bien entendu, dans le sens où pour qui est destiné un livre de base de jeu de rôle? Si le de livre de base ou même le jeu de rôle en question est destiné à des personnes qui possèdent une certaine habitude du jeu de rôle, qui n'en sont pas à leur premier jeu, c'est vrai que on peut souvent se passer du scénario. Tu prends, comment il s'appelle? Le livre de base de Deadland Reload, t'as pas de scénar dedans. T'as du bac, t'as du système, tu as une flopée de PNJ. Après, il faut se débrouiller avec ça. Alors après, j'ai Ce... envie de dire que si tu regardes tout ce qui a été fait de façon plus moderne, justement, en termes de jeu de rôle,
t'as pas forcément des scénarios, ou même t'en as, mais par contre, t'as clairement une session qui t'explique comment créer ton scénario. Et je trouve que c'est Ça, quelque chose c'est qu'on vrai. avait peut-être pas assez avant. Et c'est pour ça aussi qu'on a autant une génération qui est habituée à avoir ces scénarios dans les livres. Mm. Et ben, c'est quelque chose qui est peut-être voué à disparaître sur le long terme, hein, d'avoir toujours les scénarios dans les livres, vu que ben, on a quand même ce début d'approche qui, je pense, est peut-être plus intéressant, vu qu'on est quand même sur une génération qui est plus sur l'appropriation des jeux, d'avoir au contraire une mécanique, une façon de penser pour créer ses propres scénarios, parce que ça reste aussi ça le jeu de rôle, ne pas suivre une trame et faire un grand n'importe quoi et s'amuser tous ensemble. Mm. Mais après, il faut pas oublier que les scénarios, ça rajoute des pages au livre. Tu prends, comment il s'appelle? Captain Vaudou. Le bouquin, il fait quasiment 230 pages de mémoire. T'as la moitié du bouquin, c'est du scénar. Ah, mais clairement, bah, de toute Je crois que façon, c'est Adrien un, je l'a crois dit que c'est un tiers, un tiers, précédemment, un hein, tiers. il y a eu une époque où, et qui est, je pense, encore bien présente finalement, encore bien ancrée, où un bouquin de jeu de rôle doit faire un nombre de pages minimum. Sortir un jeu qui fait 60 pages, c'est pas normal, entre guillemets. Alors qu'en fait, si, ça l'est parfaitement. Il y a pas de raison, surtout qu'on va sur des systèmes qui sont de plus en plus légers, de plus en plus narratifs. L'OSR est extrêmement narratif. On n'a pas besoin d'avoir 200 pages pour un jeu OSR, ça n'a aucun sens. Ah bon? Il faut que les règles elles tiennent sur une page à 4. C'est tout le principe du truc. Donc, faire du remplissage pour faire du remplissage, au final, est-ce que ça a un quelconque intérêt? Je ne pense pas. Et d'ailleurs, ça va être également, moi, mon point de ce qui me sert à rien dans les trois quarts du temps dans un bouquin de jeu de rôle. C'est les pages et les pages d'équipements et de trucs que tu peux acheter. Mais je m'en sers. Allez, une fois vite fait pour avoir une vague idée de ce qu'on peut trouver dans le monde, mais de toute façon, selon là où t'es, bah, c'est pas disponible, c'est pas les mêmes prix, c'est pas les machins. Et les trois quarts du temps, ça me sert à rien. Avoir 200 pages de flingues qui font exactement les mêmes types de dégâts, je n'en ai pas l'intérêt. Je ne m'en servirai jamais. Je joue pas à la frontière, toi. Et ça me rend fou Comme de le savoir qu'est-ce que tu supplément, trouves dans tous les magasins selon ta région. J'en ai pas besoin. Je peux le faire tout seul en fait. comme le supplément sur l'appel de Cthulhu, armes, équipement, je sais plus quoi là. Armes, équipement et poursuite en bagnole. Ouais, Euh, t'as un bouquin entier de l'appel de Cthulhu V6 qui est consacré à ça. Donc, Genre, ouais, je suis c'est. content de savoir combien de fonds d'armes, combien de dégâts font les armes. T'as combien de points de vue en moyenne? 1. Parfait. Oh non, t'es plus autour des 11, voire 12 dans l'appel de Cthulhu. Combien de Je suis- dégâts font une arme déjà? J'ai envie de te dire, j'en ai aucune idée, hein. Moi, de toute façon, t'as loupé, ben c'est ballot. Tiens, voilà une nouvelle fiche de personnage. Et d'ailleurs, c'est là où Alien a fait très très fort, hein, c'est qu'ils ont archi poussé ce côté-là. Où dès le début, ils te disent faut que tu prévois, faut que tous les personnages que tu croises soient jouables. Que dès qu'il y a un mec qui meurt, parce il va y avoir des gens qui vont crever dans tous les sens, que tu puisses faire bah tiens, prends le mec que vous venez de croiser, c'est bon, il est jouable. Tout le monde est jouable. C'est l'un des gros points forts d'Alien et c'est hyper fort. Donc ça fait que l'histoire elle tourne complètement et c'est une histoire qui est centrée sur la menace et pas forcément sur les personnages dedans. Incroyable, vraiment un très très bon jeu. Je vous recommande vivement Alien si vous avez l'occasion d'y jouer et de l'essayer. D'accord. Du coup, on a la mise en page, les pages d'équipement et les scénarios. On est Avec Au final, j'ai envie de dire, bah, qu'est-ce qu'un jeu de rôle? j'ai envie de te dire, finalement, nous, ce qui est dispensable, bah, c'est tous les trucs qui vont prendre beaucoup trop de place juste pour imprimer du papier, pour faire du volume. Et C'est qui pas sont faux. pas. Parce que nous, Ça finalement, serait, on veut notre lore, on veut nos règles, et puis à partir de là, on peut se débrouiller. ça serait drôle de faire l'expérience de prendre un bouquin de jeu de rôle et de retirer tout ce qu'on a dit pour voir ce que ça donne. bah, ça dépend du Est-ce jeu. que, Ça voilà, ça dépend du dépend jeu, du hein. jeu, mais est-ce que ça rendrait certains jeux plus digestes ou est-ce que ça les rendrait moins intéressants, moins complets? Il y a certains jeux auxquels ça ne changerait absolument rien. C'est pas faux. Il y a énormément de jeux auxquels ça changerait rien. Tout à fait. C'est comme Mais comme toutes les règles à la con sur le repas, la notation,
le machin, le chose, tenir en apnée, ça va. Mais Les est-ce que dégâts vous, qu'ils font en feu de camp, c'est comme si les joueurs ils allaient se rouler dans un feu de camp tous les jours, quoi. mais est-ce que Putain, vous imaginez un Donjon et Dragon sans page d'équipement? Bah écoute, j'imagine très bien un Donjon et oui. Dragon sans plein de trucs, hein, mais après, voilà, ça va Au final, je pense que Donjon et Dragon reste un excellent jeu si tu aimes faire du combat, si tu aimes faire de l'optimisation. Le plus gros but de Donjon et Dragon, c'est d'avoir un système de progression qui soit plaisant pour les joueurs et qui te donne envie d'avancer, d'aller plus loin, de continuer à jouer. C'est un jeu qui est fait pour de la campagne. Au final, l'équipement, ça va dépendre tellement de ton maître de jeu. Tu vas voir ceux qui vont te filer des trucs à gogo. Il y en a fait qui t'auras jamais une seule pièce d'or, donc tu pourras jamais rien acheter de toute façon. Donc Puis en l'équipement, soi, je dis pas, hein, mais l'équipement dans Donjons et Dragons, ça va assez vite, hein. T'as ton équipement de base et après, ah bah c'est un truc magique plus un. Ah bah c'est un truc magique plus 2. Ah bah c'est un truc magique plus 3. Ah bah c'est un truc sain plus 2. Ah bah c'est un truc sain c'est- plus 3. Ah bah ah c'est ben un c'est truc un truc démoniaque maudit. plus Maintenant, 3. t'es obligé de te le taper jusqu'à la fin du jeu parce que t'étais vraiment trop pété. C'est ça, mais c'est ce qui est, c'est ce qui malheureusement a été rendu extrêmement compliqué dans la mécanique donjonesque. C'est que à la base, toutes les armes sont classiques. Si tu veux qu'elles soient magiques, tu lui donnes un bonus de plus un, plus 2 ou plus 3. Et après, tu peux lui rajouter des effets à la con, genre saint. Du coup, ça va faire plus d'effets sur les morts vivants et sur les démons. Démons, ça va faire plus d'effets sur ci, sur ça. Hmm. Ouais, des dégâts élémentaires, des trucs. En soi, c'est pas plus compliqué. C'est vraiment, tu as une demi-page d'équipement classique. Et juste en dessous, tu colles un tableau d'une demi-page avec les bonus possibles et à quoi correspondent les évolutions élémentaires ou d'état de ton arme, quoi. Et ça tient sur une page. Et t'as pas besoin de dire, alors ça c'est une épée 1d8, ça c'est une épée plus un. Ça fait 1d8 plus un pour toucher. Et ça c'est une épée 1d8 plus 2, ça fait 1d8 plus 2 pour toucher. Tu te fais chier pour rien. Et à la base, tu prends les vieux donjons. C'est ce qu'essaie de faire pas mal l'OSR aussi, hein. Retourner à cette simplification des choses. Et il y a un moment, ouais, ton arme, elle doit être magique. Ben, tu lui accoles un bonus de plus un, plus 2, plus 3. Et voilà, tu lui mets un état en plus si tu as envie. Et ça t'évite d'avoir des trucs de 18 000 pages. Mais est-ce que c'est ça que veut le joueur lambda? Non. Le joueur lambda, il veut pouvoir arriver dans son étal tenu par Marco le Gobelin et dire, j'hésite entre ce magnifique poignard 1d4 plus 1 et ce Chris rituel 1d4 plus 1. Mais Et voilà. c'est rigolo parce que j'ai initié quelqu'un au jeu de rôle il y a pas longtemps en jouant à Cœur Vaillant. Et ça a été la première question qu'il m'a posée. Genre, il fait son nain guerrier, il choisit ses armes et il me dit, ouais, c'est une épée à deux mains. Je fais, ouais, enfin, on s'en fout, c'est une arme à deux mains, quoi. Il me dit, ouais, mais si je veux une hache, comment on fait? Bah, tu gommes épée et tu marques hache. Ah ouais, c'est tout? Ouais, mais il n'y a pas une liste avec les armes. Non, mais gros, on s'en bat les couilles. Attends, tu veux une arme à deux mains, t'as une arme à deux mains, quoi. Tu vas pas me saouler. On s'en fout. Et les gens viennent vachement là-dedans parce que, en fin de compte, il y a peu de gens il y a peu de gens qui se laissent suffisamment aller à l'improvisation pour se détacher du matériel. Typiquement, tu prends une scène de bagarre dans une taverne et le mec il te dit ouais, mais il y a une table à côté. Ouais, si tu veux. Dans une Non, mais taverne? savoir s'il y a une table. Mais gros, on est dans une taverne, on s'en bat les couilles. Oui, si tu veux, il y a une table, quoi. Ah, ok. Je peux l'utiliser? Oui. Je peux faire quoi avec? Putain, mec, on s'en fout. T'avais une idée derrière dans ta tête. Pourquoi tu m'as dit est-ce qu'il y a une table? Parce que tu savais ce que tu voulais faire. Ouais, mais je sais pas si j'ai le droit. Bah, dis-moi, et après, on voit. Mais arrête de jouer aux devinettes. Et en fait, les gens sont comme ça. Et il y en a énormément qui osent pas se laisser suffisamment aller. Peut-être parce qu'ils ont été bridés, peut-être parce qu'ils ont pas envie, peut-être parce qu'ils ont honte. Et du coup, c'est pour ça que tu as des listes de matériel et des pages qui, nous,
nous paraissent peut-être inutiles, mais qui en fait permettent à plein de gens de jouer et les débloquent sur plein de trucs parce que ils n'ont pas à se poser cette question-là et à essayer d'aller chercher le truc par peur de déranger ou quoi. Ah, ils l'ont. Putain, c'est écrit que je peux avoir un Chris 1d4 plus 1. Je veux dire, moi, tu joues, tu me dis que t'as un poignard, quoi. Il a la forme qu'il veut, tu veux, ton poignard, je m'en fous. Mais pas tout le monde le fait et pas tout le monde le pense comme ça. Et c'est un rapport aux règles qui est vu et qui se met doucement en place. Non, mais Mais je pense pour... que tu soulèves un point intéressant parce que du coup, pour retracer une expérience plus personnelle, le fait que la Twingo soit présente comme une arme dans INS, ça a laissé vraiment la porte ouverte à bah tu peux jouer avec tout et n'importe quoi. Si tu as envie de prendre la petite vieille pour taper, c'est pas un problème. Si tu peux prendre la Ouais, mais Twingo, tu peux prendre la INS, Twingo. c'est INS. Oui, mais N'est-ce pas justement, un cas à part? Il c'était y à a une pas que époque Inès qui qui fait l'a fait, hein. que. Et non, mais je me dis que clairement, moi, en tant que MJ, débutant, surtout à l'époque, et en tant que joueur, ça a dû libérer certaines mœurs de oui, te pose pas la question, oui. Donc non, je comprends et je trouve que c'est quelque chose qui m'avait pas forcément frappé jusque-là. C'est combien la Twingo fait de dégâts? C'est bien. Dans Zombie pour des soirées mortelles, tu sais combien fait un nain de jardin en dégâts? Un nain de jardin, c'est un beau. Et voilà, je pense que les gens ont aussi besoin de ça en fait, parce que nous qui avons une pratique très narrative et assez alternative du jeu, on s'encombre plus de tout ça, mais il y a des gens pour qui c'est vraiment un garant du cadre du jeu, quoi. Et ça vient aussi du fait il y a beaucoup de MJ qui sont des gros relous aussi, hein, et qui ont aucune souplesse dans leur façon de maîtriser et qui du coup, est-ce qu'il y a une table? Non. Mais on est dans une taverne. Ouais, bah, pas à côté de toi. Gros, on s'en fout, Elles il a sont une table. fixées au sol. Putain. S'il veut mettre un coup de pied dans cette table pour la relever, laisse-le faire. Ça te coûte quoi? Et c'est ça qui est aussi en train d'évoluer pas mal et qui rejoint un peu tout ça. C'est la pratique de MJ qui est en train de changer, qui est en train de devenir plus coopérative avec les joueurs qu'en opposition. Et le MJ n'est plus le garant de l'histoire. Et du coup, c'est pour ça que je pense que la plupart des tables à l'avenir auront tendance à s'épurer dans les tables d'équipement et tout ça. Parce que, il y a une vraie volonté d'aller au plus simple, de fournir un maximum de contenu en termes de jeu. On prend le bouquin de base de Tale from the Loop qui est pour moi une perfection dans ce que j'attends d'un bouquin de jeu dans son utilisation. Euh, je t'encombre pas avec grand-chose. Et je t'encombre pas avec grand-chose parce que c'est expliqué dans la tournure de phrase du bouquin. Tout comme dans L5R première édition, euh, je t'encombre pas forcément avec des points de règle parce que certaines extensions sont faites de façon RP et sont des comptes rendus de personnages dans le jeu. Et donc, du coup, ça découle normalement le fait que, ah bah oui, bah à tel moment, tu devrais appliquer telle règle. Parce qu'en fait, le personnage fait telle action et qu'un joueur, tu lui demanderas de faire ça. Donc, et voilà. Mais je pense que c'est très compliqué à écrire et que du coup, pour beaucoup de gens, c'est vachement plus simple de mettre une table d'équipement. Et puis parce que selon le jeu que tu veux, si tu joues à La Frontière, qui est un excellent jeu qui émule Destiny, Borderlands et tout ça, ouais, faut qu'il y ait 300 pages de gun. Faut qu'il y ait 300 pages de gun avec 300 pages derrière pour t'expliquer comment modifier ton gun. Parce que c'est le cœur du jeu. Et c'est là où, quand on parlait de système de jeu qui va avec le thème, les aides de jeu qui sont dedans doivent aussi aller en renfort et en soutien du thème du jeu. Voilà. Bah écoute, j'ai l'impression que c'est une incroyable conclusion parce que ça fait déjà 1 heure qu'on palabre et qu'on diverge. Dans ce cas, Verge. Pardon. bah écoutez, je vais simplement vous dire, messieurs, est-ce que vous avez un mot pour finir donc sur ce thème comment penser la notation d'un jeu de rôle? J'ai l'impression qu'on est parti extrêmement loin.
Si vous attendiez une réponse, vous n'en aurez pas. Merci à tous ceux qui ont pris le courage de regarder cette vidéo jusqu'au bout. On devrait être de retour dans 2 semaines si tout va bien, avec je pense une équipe un peu plus conséquente, autour d'un thème que je ne connais pas encore. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo Et qui jusqu'au bout. sera comment critiquer les critères de notation de jeux de rôle. C'est Simon, Simon de la chaîne Le Passe-Temps, incroyable chaîne YouTube sur le jeu de société, qui a sorti une vidéo, ou qui va sortir une vidéo sur comment répondre aux gens qui vont critiquer les As d'or. Genre, oui, tel jeu, c'est pas vraiment expert, je l'aurais pas mis là. Je l'aurais mis en familial plus, XW avec Exposant 23. Et du coup, il a sorti, je n'ai pas encore regardé la vidéo, je sais pas si elle est sortie encore. Et ouais, c'est ça en fait. On peut avoir les critères qu'on veut. De toute façon, il y aura toujours des gens pour aller chercher la bébête. Et c'est ça qui est intéressant aussi, et c'est ça qui permet de faire évoluer les jeux. Je pense que c'est en critiquant les critères de notation qu'on permet à un prix d'évoluer et pas de rester stagnant dans ce qu'il est déjà. Et tout en évitant de tomber à la façon des Ennies en meilleur contenu intérieur, meilleur contenu extérieur, meilleure virgule, meilleur espacement, meilleur paragraphe, plus jolie majuscule, plus jolie carte intérieure, plus jolie carte sur un dépliant format A4, plus jolie carte sur un dépliant format A3, plus joli porte-clés. Et qui a en fait compte plus aucun sens parce que c'est chiant quoi, il y a trop de trucs. Nous ce qu'on veut c'est peu de critères et on nous dit ce bouquin-là, c'est de la bombe. Comme le fait les Grogs d'or tous les mois. Allez voir les Grogs d'or et les Grogs d'argent. Je pense qu'on pouvait pas dire mieux. Tout de suite.